nouvelle édition de... Hey! Où est mon fond sur la ville dans la nuit? Où est mon fond? Attends, généralement, quand je fais un top 10, il y a un fond derrière. On m'a embauché pour faire des top 10 avec des fonds derrière. Où est mon fond avec la nuit derrière? Je veux ma nuit en fond. Et je m'en fous qu'on a dû changer de studio et que du coup on n'a plus la même vue et qu'on n'a pas l'équipement pour faire la vue sur la ville. Je m'en fous, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que quoi? Je m'en fous, mais n'importe quoi, mais au moins quelque chose. Non, sérieux, à ce point? Bon, d'accord, on va faire avec. Donc, que dire? Donc, ces temps-ci, j'ai beaucoup de top 10 à faire. Notamment, j'ai le top 10 des meilleurs moments de jeux vidéo politique et conneries. Et pour ça, en plus, je dois récupérer les emails que vous m'avez envoyés. Je sais que c'est jusqu'au 2 novembre, mais vous pourrez envoyer un peu plus de mails quand même. Comme ça, c'est fait, et vous êtes tranquille jusqu'à ce que je fasse le top 10. Donc, je vous le rappelle, faites-moi votre liste des meilleurs moments de jeux vidéo politique et conneries et envoyez-le à cette adresse. Avant le 2 novembre de préférence. Je le rappelle au cas où, on sait jamais. Et aussi, dernièrement, j'ai préparé un top 10 des méchants les plus détestables, mais le seul truc, c'est qu'il s'est passé certaines choses. Principalement, une certaine personne m'a fait beaucoup de pression pour que je fasse un top 10 des meilleurs super-héros, films, séries télé, tout ce qui est adaptation super-héros. Je lui ai promis de le faire, mais après avoir fait certains top 10, notamment celui de méchants les plus détestables. Seulement, dernièrement, il y a eu un événementiel qui, je trouve, colle parfaitement avec ce top 10. Donc, je me suis dit, autant le faire tout de suite avant que certains aient oublié cet événement. Disney a racheté Marvel Studios. Honnêtement, c'est une très bonne nouvelle, moi, je trouve. Moi, quand j'ai appris que Disney avait repris Marvel, j'étais yeah! On est débarrassé de la Fox! On est débarrassé de la Fox! Yeah! Mais apparemment, c'était l'un des rares personnes à faire la fête. Il y a d'un côté ceux qui voient que Disney prend de plus en plus de trucs et que bientôt on n'aura plus de films qui ne sont pas produits par Disney. Je suis de retour, le professeur Igor Vandelkash. Et oui, vous pensiez vous être débarrassé de moi, mais non, je suis de retour. Et cette fois, je suis à la tête de Disney. Et grâce à l'entreprise plus riche de toute l'histoire du cinéma, je vais commencer à acheter toutes les autres entreprises. Je vais même raboter une nouvelle entreprise qui vous fera payer l'air que vous respirez. Et enfin, quand tout sera enfin à moi, je pourrai enfin faire revenir l'Allemagne nazie et conquérir une bonne fois pour toutes le monde. Heil Hitler! Oui, c'est un petit peu exagéré, mais en même temps, c'est presque ça ce qui est en train de se passer. Ils rachètent de plus en plus et un jour, ils auront tous ces cons. Mais là où les pessimistes deviennent vraiment cons, c'est où ils pensent que Disney va changer le style des films Marvel. Dans le sens où on aura des Spider Mickey, des High School X-Men et d'autres conneries dans le genre. Tous ceux qui pensent ça, et qui pensent que Disney va modifier le style de Marvel pour le rendre plus enfantin, plus gnangnan, vous êtes cons. Laissez-moi vous dire, vous êtes cons. Je veux dire, Disney n'est pas obligatoirement un truc pour enfants. C'est vrai qu'ils sont surtout connus pour avoir fait des dessins animés familiales, mais ils n'ont pas fait que ça. Et puis, ils ont racheté la Marvel pour qu'ils soient en tant que producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Disney va seulement donner le pognon. Bon d'accord, c'est ce que faisait la Fox, et la Fox a quand même avoué leur merde pour que le film ressemble à tous les films qui marchent ces derniers temps, et qui du coup ça ressemblait à une grosse merde, mais ça c'est autre chose. Mais le seul truc c'est que Disney est un peu plus ouvert. Je veux dire, regardons les autres maisons de production qui sont sous la tutelle de Disney.
On a notamment Pixar, qui je le rappelle a fait un des plus grands films de super-héros de tous les temps, et qui a beaucoup de liberté, et qui prend de plus en plus de risques avec des thèmes de plus en plus adultes. Bon, pas trop adultes non plus, faut pas déconner. Et j'en oublie les autres. Buena Vista, Touchdown, Miramax. Ces compagnies-là, ils appartiennent à Disney. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore comme merde enfantine? Juste Pulp Fiction, Kill Bill, Le Sixième Sens, Starship Trooper, Inglourious Bastard. Ouais, que des trucs super enfantins. Et encore, là c'est seulement une petite sélection de ce qui me vient en tête. Ils ont fait des trucs qui sont encore plus adultes. Disney a financé des trucs qui ne sont pas pour enfants. Donc vous l'avez pas, vous inquiétez. Ne critiquez pas des trucs aussi cons. C'est une bonne nouvelle. On a une compagnie qui a plein de pognon qui achète une compagnie qui a plein d'idées. C'est une très bonne chose pour l'avenir des super-héros. Honnêtement, est-ce qu'ils prennent réellement au sérieux que Disney va faire des trucs aussi stupides que High School Musical super-héros? Vous prenez réellement des idées aussi connes au sérieux? Mais là où ça atteint un gros niveau de conneries, c'est où ils se mettent à se plaindre que sous Disney, ils n'auront jamais une adaptation live de Civil War. Attendez une minute. Êtes-vous en train d'exiger sérieusement une adaptation de Civil War? Mais vous atteignez des conneries sans précédent, les mecs! Premièrement, le fait que Disney rachète tous les super-héros de Marvel facilite au contraire la possibilité d'un film sur Civil War. Avant, les super-héros, ils étaient répartis chez la Fox, chez Universal et chez Columbia. Maintenant que Disney a tout racheté, ça va être plus facile. Parce qu'avant, est-ce que vous croyez honnêtement qu'ils allaient faire une collaboration avec Columbia et la Fox? Vous pensiez réellement qu'ils allaient faire ça? Deuxièmement, même chez une autre entreprise de cinéma, faire Civil War est extrêmement compliqué. Déjà parce qu'avant de faire un film sur Civil War, on doit faire un film sur chaque putain de super-héros et de personnages qui interviendront dans cette saga. Ce qui veut non seulement dire qu'on va devoir faire un bon paquet de films, mais en plus faire plusieurs films pour chaque héros pour qu'ils aient un certain niveau scénaristique pour être prêts pour Civil War, mais qui en plus il va falloir garder une certaine qualité dans les films pour éviter que les spectateurs en aient marre et se cassent, et aussi régler les problèmes de nullité de certains films avec plusieurs reboots. Et là, on pourra faire un film sur Civil War. Mais c'est pas évident du tout, les mecs. Actuellement, la seule possibilité d'avoir un film sur Civil War, ce sera un film d'animation direct en DVD, comme ils ont fait les DC Comics avec Superman Doomsday. Troisièmement, si il venait un jour qu'on ait la possibilité de faire un film live sur une des plus grandes sagas de super-héros de tous les temps, pourquoi diable Disney refuserait-il de financer un tel projet qui pourrait nous rapporter encore plus de thunes? Et quatrièmement, vous avez la bande dessinée Civil War et vous avez un jeu vidéo sur Civil War que vous en avez pas assez. Est-ce qu'il faut absolument que vous ayez une adaptation live sur Civil War? Est-ce que le monde va sombrer dans le chaos s'il n'y a pas de film sur Civil War ou quelque chose? Enfin, j'ai un petit peu trop parlé, donc j'en profite pour balancer le top 10 des meilleurs films de super-héros. Numéro 10. Les Tortues Ninja. Oui, dans un sens, on peut dire que les Tortues Ninja sont des super-héros. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le scénario original, les Tortues Ninja, ce sont en réalité des tortues que Daredevil lui-même a balancé dans les toilettes. Et qui après sont tombés dans les égouts, qui ont trouvé le produit chimique qui les a transformés en tortues mutantes, tout ça. Tout le monde se souvient de la série d'animation qu'il y avait à l'époque. C'était fun, c'était marrant, c'était parfaitement approprié aux enfants. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la BD où il y avait carrément des gros mots, du sang, du corps et beaucoup de morts. Non, je suis sérieux, il y avait du sang. Il y avait même un tome où Donatello se prend une bombe atomique en pleine tronche. Je n'invente rien, c'est réellement ça dans la BD. Ils ont réussi à nous faire un dessin animé comme ça. Enfin, moi, ce que je retiens surtout, ce sont les films. Le premier film était une petite merveille. Ce n'est pas un grand chef-d'œuvre, mais pour ce que c'est vraiment excellent.
Ils se sont pas contentés du côté fun et du côté enfantin. Oh, le côté enfantin, mais c'est même le contraire. On a carrément les tortues qui disent des trucs comme merde, putain et tout. Aussi, c'est un film assez sombre et assez dramatique dans l'ensemble, surtout avec le personnage de Splinter. Bref, si je devais vous conseiller un film Tortue Ninja, ce serait celui-là. Maintenant les autres. Le 2 est pas mal, mais sans plus. C'est un peu plus fun et un peu plus enfantin, ce qui est un petit peu dommage quand on voit que le premier était génial justement parce qu'il était pas entièrement fun et enfantin. Mais bon, ça reste quand même un bon film. Mais le 3 là... It's hammer time! Mais le quatrième film qui est sorti dernièrement, le film d'animation TMNT, était pas plus du tout. Déjà, il retourne sur quelque chose d'un peu plus sombre et d'un peu plus dramatique comme dans le 1, tout en gardant une sorte de fun. Bon, le scénario, beaucoup le critiquent parce que ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce qu'on connaissait des Tortues Ninja, mais moi je l'ai trouvé très intéressant. Le seul truc que je pourrais reprocher, la narration la plus inutile de toute l'histoire du cinéma qui nous tombe dessus dans les 10 premières minutes. J'en reviendrai dans plus de détails dans une autre série, mais je vous assure, les 10 premières minutes de narration du film, c'est inutile, hein. Moi, jamais imaginé, c'est nul, ça essaye de faire classe, mais c'est cliché à mort, et ça apporte rien de plus au scénario. Je vous assure, si vous regardez le film, passez la scène de narration, ça ne sert à rien. Surtout que ça fait encore plus d'effet de suspense et tout ce qui va avec si on n'a pas vu cette fatalée de narration. Mais je l'expliquerai une prochaine fois. Bref, les Tortues Ninja, comme un bon gars, mon pote. Numéro 9. X-Men. Oui, j'ai tenu à le mettre en dessous de la liste pour différentes raisons. Les 2 premiers étaient bons, mais après le passage de Brett Ratner... Ouais. Et puis aussi, je ne suis pas un très grand fan de la bande dessinée. Certains sont super fans, d'accord, mais c'est un peu trop bourrin pour moi, c'est tout. Après, que vous aimez, c'est bien. Enfin bref, revenons au film. Les 2 premiers de Bryan Singer, pour moi, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Particulièrement le premier qui exploite réellement le côté personnel de la chose, qui montre un véritable portrait de personnes qui sont vraiment rejetées par le monde et qui décident soit de s'apitoyer, soit de se défendre, soit de contre-attaquer. Un thème que Bryan Singer a vraiment bien exploité. Et puis je ne parle même pas des acteurs, l'excellent Hugh Jackman, Patrick Stewart et surtout Ian McKellen. Waouh, c'est un des vieux les plus classes et les plus géniaux au niveau du jeu d'acteur que je connaisse. À part bien sûr Michael Caine, Christopher Lee et quelques autres. Sinon pour le reste, très bonne musique et un scénario assez intelligent pour une adaptation de bande dessinée, assez bourrine. Je veux dire, on a du suspense, on a de bonnes idées, des bonnes exploitations, tous les trucs de pouvoir et tout. Les 2 premiers films sont excellents dans ces points de vue-là. D'ailleurs, il y en a certains qui vont avoir du mal à me croire quand je vais dire ça, mais celui qui a écrit le scénario de X-Men, c'est Solid Snake. Bon d'accord, techniquement c'est pas le vrai Solid Snake, mais c'est David Hayter, celui que l'on connaît pour faire la voix de Solid Snake. Mais pour le 3e film, il a été renvoyé pour un côté un peu plus bourrin, un peu plus con quoi. D'ailleurs, David Hayter a très bien pris le fait qu'il s'est fait virer par la Fox. Oui, les Bryan Singer sont excellents, mais le passage de Brett Ratner, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. X-Men Origins n'est pas mauvais, mais disons qu'on voit à la post-production qu'il y a eu un certain massacre. C'est le seul truc que je pourrais reprocher. Le montage du film. On montre pas assez de scènes où on voit Hugh et les autres. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que beaucoup critiquent le fait qu'il n'ait pas respecté la bande dessinée. Ça raconte les origines de la version du film. C'est une version différente. C'est son propre univers.
Donc on s'en fout un petit peu de la bande dessinée. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de caméos où on se demande qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans les origines de Wolverine, mais ça ne veut rien dire. Le fait qu'ils ne respectent pas les personnages de la bande dessinée, ça ne veut rien dire du moment que ça fasse quelque chose de bien. Et beaucoup critiquent le fait qu'ils aient massacré le personnage de Deadpool. Moi, je trouve pas, il est assez dans les cordes du personnage d'origine, dans le sens où c'est un militaire spécialiste dans l'art de tuer, qui a l'habitude d'utiliser des katanas, et qui a une certaine haine sur les mutants, parce que lui, il fait des efforts pour acquérir des pouvoirs, il s'opère des trucs vraiment coûteux, et du point de vue moral et tout pour devenir l'être le plus puissant, et hait les mutants, parce que eux, ils n'ont rien fait pour mériter leur pouvoir. Ça, c'est quelque chose d'assez subtil et qui est assez respecté dans le film. Non, le seul truc pourri, c'est qu'ils l'ont fait contrôler par un ordinateur. Ça, je suis d'accord, c'est un petit peu pourri et un petit peu kitsch aussi. Aussi, beaucoup des critiquent son design. Moi, je le trouve intéressant dans ce film. Ils l'ont transformé physiquement pour qu'il ressemble à son costume. C'est une idée intéressante, moi, je trouve. Mais enfin, bref. X-Men, un univers riche mais pas tout le temps bien exploité. Numéro 8. Watchmen. Bon alors, avant que certains puristes me critiquent, je rappelle que c'est le film, pas la BD que je mets en numéro 8. Le film est vraiment excellent cinématographiquement, mais le seul truc c'est que niveau adaptation, c'est inutile. Il ne fait quasiment aucune modification. Ah si, ils ont fait une modification. Une toute petite modification qui n'a pas de réelle importance sur la portée de la fin, et qui en plus avait une certaine logique avec le reste du film, mais ça a provoqué une telle haine envers les fans. Ils ont modifié un truc que je ne vais pas vous révéler parce que c'est pas le moment. Mais ils ont changé un truc et ça a fait exploser les fans. Je m'excuse, mais là, ils ont pris tellement de trucs de la bande dessinée originale que là, ça sert à rien de continuer à tout respecter. Moi, je vais même jusqu'à dire qu'ils auraient dû changer plus de trucs, et c'est pour ça qu'il est si bas dans la liste. Parce qu'ils n'ont pas assez changé de trucs. C'est une adaptation. C'est pas une transition. Le réalisateur n'essaye pas de le modifier pour en faire transparaître son message, sa vision. Il n'en fait pas son film. C'est juste retranscription de la bande dessinée en live. Et c'est ça le problème. Mais sinon, Watchmen mérite réellement sa place dans ce top 10. C'est une très bonne analyse sur ces super-héros, malgré le fait qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait des pouvoirs. Il y a vraiment une portée à la fois étrange, mais en même temps très réaliste. Beaucoup critiquent la sélection de la BO, avec le fait qu'ils prennent beaucoup de tubes des top 50 des années 80. Moi, je trouve au contraire que c'est approprié. Ils instaurent avec la musique une ambiance de l'époque, qui est quelque chose que l'on connaît bien, mais en même temps on est dans un monde totalement différent. Moi je trouve que c'est quelque chose de très très bien trouvé. Le fait de montrer cet univers parallèle qui n'est pas du tout notre monde, et pourtant nous mettre la musique qui nous rappelle qu'au contraire c'est notre monde. C'est une très bonne idée. La manière dont il les rares modifications qu'il a faites, je les ai trouvées très intéressantes. Seulement, voilà, il n'en a pas fait assez. On est à un point où on peut lire la BD et ça va, hein. Mais bon, les acteurs sont excellents, les costumes sont très bien foutus, les décors... Ouais, sans plus, les décors... Et la musique, encore une fois, c'est un très bon apport. À part ça, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un très bon film. Seulement, la véritable raison pour laquelle le film est génial, c'est parce que la BD d'origine est géniale, c'est tout. C'est un petit peu dommage que le film se repose entièrement sur la qualité de la BD. Mais le principal avantage du film Watchmen, c'est qu'ils ont gardé le côté adulte avec tous les thèmes de politique, de psychopathe, de sexe qui va avec. Ils n'ont pas essayé de le rendre plus enfantin. Je veux dire, vous imaginez s'ils faisaient à Watchmen ce qu'ils ont fait aux Tortues Ninja, l'horreur que ça serait? Best watch out for the Watchman. Now is the leader, and he loves to party down. Rorschach's friends to the animals. Yeah.
Yeah, when he's not clowning around. Why, nutty! Beat up some thugs, say no to drugs, be in bed by 10. But if trouble's about, you'd best watch out for the Watchmen. John can give you cancer, and I'll turn into a car. Strong together, united forever, come and meet your friends. Have no fear, time's up, time's here, for the Watchmen. Watch out! Bref, Watchmen, excellent film que je vous conseille, mais j'y arrive pas. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est tout. La BD est un chef-d'œuvre, mais le film donne l'impression d'être un chef-d'œuvre. Mais quand on sait qu'ils n'ont rien apporté, bon, je vais arrêter de me répéter. Suivant. Numéro 7. Hellboy. Bon, techniquement, ce n'est pas vraiment un film de super-héros, malgré le fait que ce soit un mec d'une force qu'on peut qualifier de super qui sauve le monde. Donc oui, on peut dire que c'est quand même un film de super-héros, donc je passe. Je ne suis pas un très grand fan de la BD de Magnolia, mais les adaptations de Guillermo del Toro sont d'une très bonne qualité. Ils sont riches, ils sont émotionnels, personnels. C'est vraiment une très bonne exploitation du personnage. Ça m'étonnerait que Magnolia lui-même ait aussi bien exploité le personnage d'Hellboy avec tout son univers. Le premier était peut-être un tout petit peu trop sombre pour moi, mais il était agréable à regarder avec des scènes assez impressionnantes et un excellent jeu d'acteur de la part de notre cher Ron Perlman et bien entendu John Hurt. Le 2, beaucoup se disputent sur le fait qu'il soit moins bon ou meilleur que le premier film. Moi, je l'ai trouvé meilleur parce que, il est déjà moins sombre, parce que, je répète, il était trop sombre pour moi, le premier. Plus agréable, plus riche, plus émotionnel et plus personnel. Bref, moi j'ai trouvé qu'il y avait une certaine évolution, avec d'excellents personnages, un excellent style qui nous rappelle le précédent chef-d'œuvre de notre cher Guillermo del Toro, le labyrinthe de Pan, et surtout un méchant qui est une sorte de mix entre Sephiroth et un Weiss. Mais bon, ce qui fait qu'Hellboy est un excellent film de super-héros, c'est surtout pour le côté gros bourrin du personnage d'Hellboy. Ron Perlman est vraiment excellent dans ce rôle, parce que non seulement il garde le côté bourrin, mais aussi le côté Belle et la Bête, qui est en parfaite addition avec l'un de ses précédents rôles. Bref, si vous n'avez pas encore vu un seul des films d'Hellboy, je vous les conseille, c'est vraiment pas mal du tout. Numéro 6. Superman. Eh ben oui, il fallait bien mettre le modèle de tous les super-héros quelque part dans la liste. Mais bon, là, comme c'est plus les adaptations que la bande dessinée en elle-même, ouais, elle n'est pas vraiment dans le top 3. Le premier film de Richard Donner est un classique. C'est un véritable classique. Le scénario pour l'époque était vraiment original et exploitait vraiment toutes les capacités du super-héros, au point que c'est devenu un modèle pour des tas d'autres films de super-héros qui suivirent. Et le casting, excellent. Christopher Reeve est tellement bon dans le rôle de Superman qu'on ne le connaît que pour avoir fait ça, et ses autres films où il essayait de jouer autre chose se sont pris... ouais... Et surtout, Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor. Oui, il est un petit peu exagéré comme méchant, mais je le trouve génial, moi. Enfin, le film est aussi connu pour l'un des moments les plus stupides de toute l'histoire du cinéma, la scène où Superman tourne autour de la tête tellement de fois qu'il retourne la rotation de la Terre pour remonter dans le temps. Enfin, c'est le genre de scène où on peut être critique ou être le contraire. Me dire, oui, c'est complètement stupide le fait qu'il tourne tellement vite qu'il retourne la Terre pour remonter dans le temps, mais en même temps, cette scène est vraiment forte pour ça, parce que justement, elle n'a aucune logique, ça ne peut pas être. Et justement, ça va parfaitement avec le personnage de Superman qui se défonce vraiment pour faire l'impossible. Moi, je trouve au contraire que ça a parfaitement sa place. Après, on peut critiquer sur le côté physique et tout, mais bon. Le 2 était pas mal, c'est une suite logique du premier film. Le seul truc, c'est que là, encore en post-production, il y a eu beaucoup de bordel avec le nouveau réalisateur. Surtout qu'il a fait Superman 3, qui est impardonnable. Enfin, moins impardonnable que Superman 4, qui partait d'une bonne intention avec Superman, qui veut débarrasser le monde des armes nucléaires.
ce qui va parfaitement avec le personnage de Superman. Le seul truc, c'est qu'ils sont partis en nanar total avec l'homme nucléaire. Vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai seulement mis numéro 6. Mais bon, après on a eu différentes bonnes séries sur Superman. On a eu la version Bruce Timm qui est une excellente adaptation de la bande dessinée et surtout la meilleure adaptation live de Superman en série télé, bien entendu. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Hein, quoi? Smallville? Ah non, non, vous virez ça. Smallville n'est pas du tout une bonne série. Les premières saisons, ça passe. Mais le reste, c'est juste Superman sans la cape. C'est... Enfin, ça, j'aurais pu le passer si la série était moins gnangnaante. Surtout avec celle-ci, Kristen Kruk. Oh là là, mais quel désastre celle-là. Je t'aime. Non, en fait, je t'aime pas. Je t'aime. Pourquoi tu ne peux pas m'aimer? En plus, rien que son nom, Kruk. Michael Rosenbaum est bon en Luthor, mais le problème c'est qu'on voit plus Kristen Kruk que lui. Dommage. Et Tom Welling, non. Il est moins niais que La Langue, mais là, non. Donc oui, la meilleure série qu'ils aient faite sur Superman, c'est Lois et Clark. Ça avait un petit côté kitsch sympa, ça avait une très bonne adaptation de Superman pour ce que c'est. Et puis surtout, ça avait une certaine romance avec le personnage de Lois Lane et de Clark Kent. Surtout que Lois Lane était jouée par Terry Hatcher au cours de cette série, ce qui donne, comme Desperate Housewives, certaines scènes assez marrantes dans le genre. Et bien sûr, le film de Bryan Singer, qui si vous avez vu un de mes précédents top 10, vous savez ce que j'en pense. Superman vole bien haut, mais fais attention au nanar quand même. Numéro 5. Hancock. Oui, là c'est assez spécial, parce que c'est un des quelques films de super-héros à ne pas être une adaptation de bande dessinée, ce qui est assez rare quand on voit que tous les super-héros sont nés dans ce milieu-là. Au contraire, on a plutôt une sorte de pastiche de super-héros. Et c'est un excellent pastiche. Pour ceux qui ne savent pas, pastiche, c'est rendre hommage à tout un style, ici les super-héros, en critiquant un petit peu, mais en même temps faisant quelque chose d'autre, faisant son propre film avec un certain sérieux. Ça, c'est un pastiche. Qui est le contraire d'une parodie où on prend tout un style et on le ridiculise. Du genre, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas dans le top. Quand j'ai entendu parler de Hancock, un film avec Will Smith qui joue un super-héros clodo, j'étais assez curieux. Moi aussi, je pensais que ça allait plus être humoristique qu'autre chose, mais je sais que c'est la phrase fétiche d'un autre critique, mais je me suis pris une claque en pleine tronche. Je veux dire, ils ont vraiment bien exploité les trucs qu'on n'exploite pas assez sur les autres super-héros. Et si un super-héros avait carrément perdu ses repères, et s'il avait des tendances pour l'alcool, et s'il se retrouvait à faire de la prison, et s'il s'avère qu'on trouve un moyen de tuer le super-héros et qu'il se retrouve à l'hôpital. Pour un film qui était parti sur un film comique sur les super-héros, ça a fait une excellente exploitation du style des super-héros, au point que c'est un des meilleurs de cette catégorie. Bref, Hancock, bon travail. Numéro 4. Spider-Man. Que dire sur Spider-Man? Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui ne connaît pas Spider-Man? Bon, je ne vais pas m'éterniser longtemps sur les séries parce que c'est un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Je vais surtout parler de la trilogie Sam Raimi qui est vraiment excellente. La mise en scène, l'exploitation du héros et la manière dont ils exploitent aussi leurs méchants. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est que là aussi ça part un petit peu dans le gnangnan avec Kristen Dunst. Mais ça va jamais au même niveau de chiant que Kristen Kruk. Elle, ça va parce que c'est un personnage qui est assez agréable quand elle se met pas à parler d'amour et se met à pleurer. Et beaucoup critiquent aussi le côté un petit peu tafiole de Tobey Maguire. Mais bon, je trouve que ça aurait pu être pire. Et d'ailleurs, il est excellent dans le rôle de Peter Parker. Ce que vous appelez des scènes de tafiole, ce sont au contraire de très bonnes scènes d'émotion.
Un homme qui pleure. Oh, mais quel tafiole ce Spider-Man. Même dans la manière dont c'est filmé, c'est une véritable bande dessinée. Les couleurs, les plans et tout, c'est... Graphiquement, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que devrait être un film de super-héros. Et les méchants, personnellement, je donne un 5 sur 5. Bouffon vert, Dr Octopus, mon préféré personnellement. L'Ensable, le nouveau Bouffon vert. Moi, ce que je trouve intéressant dans celui-là, c'est qu'il a fallu 3 films pour bien l'exploiter. Et Venom, qui lui a fait polémique parce qu'il ne fait pas beaucoup d'apparitions et le fait qu'il se fasse tuer à la fin. Et alors, on a buté le Joker à la fin de Batman et on n'en fait pas tout un flanc. Beaucoup critiquent la qualité du 3, mais moi j'ai trouvé qu'il était égal aux 2 autres films. Je trouve que c'était un final parfait à la trilogie. Bon, tout le monde idolâtre Spider-Man 2, je comprends tout à fait pourquoi, c'est celui où ils ont le mieux exploité. Mais le 3, c'est un excellent final encore une fois. Faut le considérer comme ça. Par contre, Spider-Man 4, il n'est pas encore sorti, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je sais que Sam Raimi, Tobey Maguire et Kristen Dunst sont repartis pour la 4e aventure, mais qu'est-ce que vous allez faire de plus? Le 3 s'impose comme un bon final, ça finit la trilogie autour du Bouffon vert, qu'est-ce que vous allez faire de plus? Moi, d'un autre côté, je serais curieux de voir ce que ça donne, parce que Sam Raimi au poste de réalisateur, c'est déjà une très bonne chose. Mais est-ce que ça va vraiment rendre le film bon? Ça, c'est encore à voir. Et puis, tout le monde me dit, Sam Raimi, s'il te plaît, ne fais pas Spider-Man 4. Fais Evil Dead 4! Ça fait des années qu'on attend Evil Dead 4! Numéro 3. Les Indestructibles. Là, j'en profite pour balancer un argument sur le fait que Disney ait racheté Marvel n'est pas une mauvaise chose. La preuve, Disney a produit l'un des plus grands films de super-héros. Ici, on sent qu'il y a réellement des passionnés. Non seulement la mise en scène des scènes d'action bat la plupart des autres films d'action de ce genre à un point jamais égalé, mais en plus, comme Hancock et Watchmen, il exploite une très bonne idée autour des super-héros. Et si on ne voulait plus des super-héros, et si les super-héros n'avaient plus le droit de sauver les gens, et ça exploite aussi le côté personnel, de voir ces super-héros qui ont quelque chose dans le ventre mais qui sont obligés de le garder en eux, et qui ne demandent qu'une chose, de faire sortir. Ou encore des gens tellement passionnés par les super-héros qui ne demandent qu'une chose, de leur faire partir. Il y a vraiment quelque chose où on s'identifie au personnage des Indestructibles. Et pour le reste, ça a dû être un véritable plaisir pour tout fan de super-héros qui se respecte. Non seulement l'ambiance années 50, qui est un petit peu l'âge d'or des super-héros, mais aussi le fait que quasiment tous les super-héros de ce film ont des pouvoirs qui appartiennent à des super-héros connus. Et surtout, la réalisation et le scénario sont vraiment quelque chose d'excellent. Je veux dire, le film est sorti dans la même période où on attendait une autre adaptation de film de super-héros, Les 4 Fantastiques. Seulement, Les 4 Fantastiques ont échoué là où les Indestructibles, qui n'avaient aucune obligation de faire quelque chose dans le genre, ont réussi. Non seulement la qualité des scènes d'action et de la mise en scène, mais aussi la manière dont ils exploitent leur univers. Bref, on peut dire que les Indestructibles sont vraiment les nouveaux 4 Fantastiques. Numéro 2. Incassable. Vous avez remarqué que la plupart des plus grands films de super-héros ne sont pas des adaptations de bande dessinée? Enfin, là c'est un film assez spécial parce qu'il n'y a pas de grands effets spéciaux, de grands costumes. C'est pas réellement un blockbuster, comme on dit. Là, c'est un film réellement sur la psychologie des super-héros. Et si le super-héros avait décidé de renier complètement ses pouvoirs, et si même ça lui revenait en pleine tronche, qu'est-ce qui les ressortirait s'il n'avait plus la capacité d'utiliser ses pouvoirs? Night Shyamalan a réellement réalisé un de ses plus grands films avec Incassable. Surtout la relation entre le personnage de Bruce Willis et le personnage de Samuel L. Jackson. Déjà, un film avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. À chaque fois, c'est du bon, faut croire. Je vous dirais bien pourquoi cette relation est intéressante, mais ce serait un petit peu vous balancer un spoiler. Hé, balance pas de spoiler, tu veux, c'est mon boulot. C'est mon nom même. Ce que je trouve marrant, c'est que si on regarde les bandes annonces, les synopsis et les images ainsi que le titre, on n'a aucun indice du fait que c'est un film de super-héros.
Voilà juste un gars qui a survécu à un accident ferroviaire. Et c'est assez dingue qu'on soit passé de ça à un film de super-héros. Et c'est exactement pour ça qu'il est excellent, qu'il garde un certain suspense. Qu'au début on se dise pas, je regarde un film de super-héros. On se dit, je regarde un film fantastique. Et je sais pas où ça va mener. Surprends-moi, Shyamalan. Amène-moi quelque part où je m'attendais pas à être. Tout ce que je peux dire, c'est que Castle n'est peut-être pas le film de super-héros le plus impressionnant, mais c'est celui qui est le mieux réalisé, le mieux mis en scène et le plus émotionnel. Et quelque part aussi le plus grisant. Il y a une scène où, si vous n'avez pas la chair de poule qui lui arrive, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Un véritable chef-d'œuvre. Et le numéro 1 des meilleurs super-héros de tous les temps, Chuck Norris. Non, je déconne. Le vrai numéro 1 de tous les super-héros de tous les temps, Batman. Ce qui est marrant avec Batman, c'est que c'est avec lui qu'on a eu le meilleur des films de super-héros, mais aussi le pire. Il y a bien entendu les chefs-d'œuvre de Tim Burton, qui a réellement réinventé le style de Batman, qui lui a donné un style fantastico-gothique, qui a donné un nouveau souffle à la saga des Batman. Après, bien entendu, on a les Joel Schumacher, Batman Forever, qui est pas mal, et Batman et Robin, qui est... sans commentaire. Et mes préférés, personnellement, les Christopher Nolan. Je sais que beaucoup sont super fans des Tim Burton, mais moi, je trouve que Christopher Nolan est non seulement fidèle, mais arrive réellement à retranscrire quelque chose de symbolique à travers le personnage de Batman. De montrer la détermination d'un homme pour changer le monde, pour donner de l'espoir, pour assumer un rôle, pour inspirer des gens. C'est vraiment ça que je trouve pas mal. Mais la meilleure adaptation de Batman qu'on ait eue, c'est bien entendu la série animée de Bruce Timm, notamment le film Batman et le fantôme masqué. Un truc assez marrant, c'est que le fantôme masqué est sorti dans la même période que Batman Forever. Et tout le monde est allé voir le film qui a coûté beaucoup de pognon avec de véritables acteurs, alors que le véritable bon film dans l'histoire, c'était un petit dessin animé d'1h30. Quelle ironie. Ce qui frappe surtout avec Batman, c'est que c'est l'un des plus grands super-héros de tous les temps, et pourtant, il n'a pas de pouvoir. Il y en a qui aiment critiquer ça en faisant des petites parodies, des blagues autour du fait que Batman n'a pas de super pouvoir. Mais moi je trouve au contraire que c'est ce qui le rend encore plus poignant. Lui il donne tout son être, il n'a rien et pourtant il se donne à fond dans ce combat. Superman, si on lui retire ses pouvoirs, ah non, j'arrête de me battre. Mais Batman il n'a pas de pouvoir à l'origine, alors il continue quand même à se battre. Mais la véritable raison pour laquelle Batman est génial, c'est principalement ses méchants. De tous les super-héros, Batman a les meilleurs méchants. Le Joker, le Pingouin, Double Face, l'Homme Mystère, Mr. Freeze. Oui, même Mr. Freeze, que Arnold Schwarzenegger aurait pu bien interpréter si Joel Schumacher n'avait pas une vision si ridicule du personnage. Il lui avait donné un scénario, une histoire et des dialogues aussi classants. Bon, bien sûr, il y a des puristes qui connaissent surtout la version d'Adam West. Je vous avais dit qu'on avait eu aussi le pire avec Batman. Les films de Joel Schumacher sont nuls dans le sens où ils sont pas divertissants, mais la version Adam West est nulle dans le sens où c'est tellement ridicule que ça en devient génial. Vous ne croyez pas? Regardez cette scène où il essaye de se débarrasser d'une bombe. Il y a des jours, on ne peut pas se débarrasser d'une bombe. Ou encore, quand il se fait attaquer par un requin. Apporte-moi la bombe spéciale pour les requins.
Oui, j'ai oublié de préciser que c'était un requin explosif. Batman, un super-héros tellement génial qu'il est quelque part entre le bien et le mal. Donc voilà, c'est la fin du top 10 des meilleurs super-héros selon moi. Oui, je rappelle que ce sont des top 10 selon mes goûts, que vous ayez d'autres opinions. Tant mieux, que vous les fassiez dire, mais que vous ne disiez pas t'aurais dû mettre tel mec à tel numéro, à tel mec à tel numéro, parce que c'est mes goûts, ok? Vous avez des goûts différents, faites vos propres top 10 et discutons un petit peu de pourquoi on préfère tel gars et tel gars. N'allez pas me critiquer tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. Après que vous trouvez que je ne donne pas assez d'arguments, ça passe. Bon, enfin, assez discuté de tout ça. Et à la prochaine pour un autre top 10 que je crois vous avoir dit tout à l'heure ce que c'était. A bientôt sur MG Press One.